Bonjour. Pour savoir comment l'hypersensibilité peut être une force, je vous propose un rendez-vous un peu exceptionnel. Là, je vous fais une introduction parce que ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, je ne l'ai encore jamais fait, c'est une première sur ma chaîne YouTube. Je vous propose une rencontre que j'ai eue avec Anne-Sophie Pic. Si vous avez déjà lu mes livres, vous savez l'admiration et l'affection que j'ai pour Anne-Sophie Pic, et je pense que vous le savez, la chef la plus étoilée, qui a eu 3 étoiles à Valence, 2 étoiles à Lausanne, une étoile à Paris, et qui est, à mon avis, la chef hypersensible et qui a réussi à faire de son hypersensibilité quelque chose de formidable. Or, il se trouve que la Société de lecture de Genève et le Théâtre de Carouge m'ont proposé de faire une rencontre improbable avec qui je voulais. Et donc, j'ai tout de suite pensé à Anne-Sophie Pic pour parler avec elle de qu'est-ce qu'elle a fait pour réussir à que son hypersensibilité devienne une force. Et c'est cette rencontre que je vous propose maintenant de regarder. J'espère qu'elle sera aussi émouvante pour vous qu'elle était pour moi à vivre, et surtout qu'elle vous donnera l'inspiration de faire de votre hypersensibilité, vous aussi, un don, une force, quelque chose de merveilleux. La vidéo commence par une très émouvante présentation qui est faite d'Anne-Sophie et de moi croisés, et puis après, nous sommes interrogés et nous dialoguons ensemble. À l'école, j'avais bien le sentiment que le nom Pic mettait un peu des étoiles dans les yeux, mais à cette époque, mon père n'était pas tellement un chef médiatique. Naître dans une famille avec une éducation dans la simplicité m'a beaucoup aidé et a été une vraie force pour moi. Dès l'école maternelle, j'ai été un être à part. J'ai compris depuis que tout hypersensible, tant qu'il s'ignore, a du mal à s'intégrer socialement. Je ne me suis jamais sentie au bon endroit. Enfant, je m'ennuyais souvent et beaucoup. Quand j'étais jeune, ma maison appartenait aux clients. J'entendais leur bruit et je ne pouvais pas aller dans le jardin quand ils y étaient. On habitait au-dessus de la cuisine. La cuisine familiale, c'est la cuisine qui rassemble, qui rend heureux. Le mercredi, le restaurant était fermé et ces moments avec mes parents étaient précieux et rares. Petit, j'étais dans l'hyper, dans l'excès, dans le trop. Trop de sensations, trop d'émotions, trop d'idées qui fusaient dans le désordre, trop de pensées qui allaient dans tous les sens et me laissaient jamais en paix. Je ne savais pas quoi faire avec l'intensité qui me traversait. Ma vie était une montagne russe. J'étais à part. Mon père aurait aimé que je fasse l'école hôtelière de Lausanne, comme ma cousine, ou un apprentissage. Mais pour moi, à 16 ans, ce n'était pas le moment. Ce n'était pas parce que mon père le voulait que c'était mon choix. Petit, j'avais des résultats catastrophiques. Mon père allait voir les profs chaque fin d'année pour leur expliquer que j'allais m'y mettre à fond pendant l'été. Il était vraiment très convaincant. C'est lui qui m'a permis de tenir jusqu'au bac. J'ai effectué des études de philosophie. Je m'y étais engagée en cachette de mes parents, qui croyaient que j'étudiais le droit. Par la suite, lorsque je débute la méditation, mes parents étaient inquiets, craignant que je ne sois tombée dans une secte. Ils ont même appelé les renseignements généraux, parce que mon père connaissait quelqu'un, pour demander si la méditation n'était pas dangereuse. Après des études de gestion et management et avoir travaillé dans le domaine du luxe, notamment au Japon, je retourne à Valence, dans le restaurant familial, pour y apprendre le métier. Mais peu après, mon père décède. Le début ne se passe pas forcément très bien et puis la succession est compliquée. Je perçois quelque chose de négatif qui me fait sortir de la cuisine. C'est la perte de la 3e étoile en 1995 qui me décide à revenir en cuisine et de ne plus lâcher. L'entreprise était endettée, mais avec mon mari, nous ne concevions pas de la laisser sortir du giron familial. C'est ce qui me guide toutes ces années, ce devoir de mémoire par rapport à mon père, une manière de le refaire vivre à travers la maison. Mon père m'a transmis la quintessence de ce qu'il était, sa vision du monde et ses doutes. Je suis une partie de ce qu'il était. Avec lui, j'ai entamé un dialogue du goût. Il me faisait participer. C'était plus la transmission du goût que du geste. Ma mère travaillait dans le restaurant. C'était la joie de vivre.
Femme cultivée, elle était la bienveillance. Elle portait le travail de mon père et était très impliquée. Elle m'apprend que les femmes doivent être indépendantes. J'ai un lien particulier avec la Suisse. Mes 4 grands-parents, juifs ashkénazes, ont la même histoire. Mes 2 grands-mères sont tombées enceintes en 1943 et en 1944 et ont pu être sauvées en entrant en Suisse. J'ai eu de la chance de rencontrer des maîtres de méditation extraordinaires qui avaient été 20 ans en retraite au Tibet. Quand j'ai fondé l'école de méditation, qui a 3 antennes en Suisse, dont une à Genève, je me suis dit, il faut être en dialogue avec toutes les pensées occidentales, la philosophie, les grandes thérapies, l'art. Je pensais qu'il était important de donner un socle qui ne soit pas religieux. Le dialogue entre toutes les pensées est primordial. Mon style de cuisine, c'est l'imprégnation. C'est presque un terme philosophique. Il définit toute ma vie. Ce mot relie toutes les périodes de ma vie, du moment où je suis né dans le restaurant à celui où j'ai trouvé mon style. L'imprégnation aujourd'hui, c'est créer des fils invisibles entre les différents ingrédients pour donner de l'émotion dans un plat, pour renouveler un plat. La méditation est présentée partout comme le remède ultime pour se calmer ou s'isoler, alors qu'elle n'est pas faite pour se mettre à l'abri du monde, mais au contraire pour mieux s'y intégrer. La méditation n'est pas un instrument de gestion, mais une manière d'exister pleinement au quotidien, réconcilié avec soi-même, corps et esprit, et avec les autres, dans un rapport de bienveillance. En tant que philosophe, j'observe le monde d'aujourd'hui pour comprendre les sources de nos souffrances, de nos aliénations, pour y apporter des réponses adaptées à nos modes de vie. Et puisque nous avons affaire à Anne-Sophie Pic, je reprends quelque chose que Fabrice Midal avait déclaré. Je suis désespérée. C'est très difficile de manger des fruits. Les abricots n'ont plus le goût d'abricot, les pêches n'ont plus le goût de pêche. Ça me désole. Dernièrement, j'ai mangé une poire tout à fait ordinaire, trouvée dans un supermarché du coin. Et elle avait un goût de poire. J'en étais complètement étonnée. Qu'est-ce qu'un fruit? C'est le sommet de ce qui peut être une sensation. Une telle plénitude, une telle richesse. C'est toute la nature qui fait un don. La saveur que je préfère, c'est l'amertume. Et c'est ce qui m'intéresse dans les agrumes que j'ai intégrés dans ma cuisine. La combinaison idéale, c'est l'amertume et le piquant. L'amertume prolonge le goût en bouche des choses. Ça donne une amplitude gustative que je trouve intéressante. Voir une œuvre d'art, c'est une expérience de transfiguration qui libère la vie en nous, qui ouvre un espace de guérison. Dans la cuisine, on a besoin de s'intéresser à d'autres arts pour s'inspirer. C'est un partage d'émotions. Aller au restaurant doit nous émouvoir, comme écouter un concert, comme aller au théâtre. C'est du même niveau. Dans la cuisine, on a besoin de s'intéresser à d'autres arts pour s'inspirer. C'est un partage d'émotions. Aller au restaurant doit nous émouvoir, comme écouter un concert, comme aller au théâtre. C'est du même niveau. Ce sont les derniers mots que nous venons d'entendre. Anne-Sophie Pic, quels autres arts vous inspirent, vous imprègnent? Alors, je vais citer... bonsoir à toutes et à tous et merci pour ce dialogue magnifique. Il m'a beaucoup émue. Je connais encore plus de choses sur toi, et ça, c'est merveilleux. En fait, tout doit nous inspirer, en fait. C'est ce que Fabrice nous dit aussi, c'est être en contact avec le beau, l'art, l'émotion. Mais en l'occurrence, j'ai toujours considéré que la cuisine, le goût était... que l'olfactif était l'antichambre du goût. Et par conséquent, forcément, je me suis intéressée de près aux parfumeurs. Et il y a un des plus célèbres parfumeurs en France, qui est Francis Kurkdjian, qui est devenu mon ami. Je suis allée le chercher, c'est moi qui ai fait la démarche d'aller vers lui.
En 2015. En 2015. Ça fait à l'issue du livre, d'ailleurs, que j'ai écrit sur conversation Alors, c'était ma question suivante, justement. Je m'étais demandé pourquoi, en 2015, vous avez organisé ces conversations culinaires qui ont donné naissance à ce beau livre, Éléments de conversation culinaire. Alors, il y a ce parfumeur, effectivement, on lui doit le mal de Jean-Paul Gaultier, je crois, notamment, entre autres. Mais il y a aussi eu une écrivaine et traductrice, Ryoko Sekiguchi, Michel Onfray, philosophe, Stéphane Bureau, un designer, Alexandre Gauthier, un cuisinier, et Pascal Horry, un historien. C'est vraiment pour vous imprégner de leur savoir, j'allais presque dire de leur goût. Oui, je crois que c'est l'effet du partage, c'est le fait aussi que la cuisine peut se penser. C'est une histoire, pour moi, la cuisine est au début une pensée, une rêverie, c'est souvent ce que je dis. Et c'est aussi le fait de se dire qu'on n'est rien tout seul et que c'est justement ces échanges avec les autres dans des univers croisés finalement qui permettent d'évoluer soi-même. Donc j'ai un rapport aux autres très constructif, je donne beaucoup pour recevoir et je crois que c'est finalement le fait de recevoir des autres et de se construire aussi à l'aide des autres qui est intéressant dans la vie. Fabrice Midal, Wikipédia n'est pas toujours très très précis, mais Wikipédia annonce que c'est votre anniversaire aujourd'hui. En fait, c'est faux, c'était il y a 2 jours, mais joyeux anniversaire quand même. Merci. C'est quand même pas mal de fêter son anniversaire avec Anne-Sophie, c'est quand même bien. Oui. Oui, c'est bien. Je me demandais si le public était capable de chanter Happy Birthday, Fabrice. Quel public! Ça, j'ai l'impression que vous ne le vivrez pas tous les jours. Non. On va préciser, Fabrice Midal, que vous êtes philosophe, écrivain, directeur de collection, fondateur, comme ça a été dit tout à l'heure, de l'École occidentale de méditation. La conclusion de votre livre « Suis-je hyperactif ?» commence comme ceci. Suis-je hypersensible? Enfin, je suis hyperactif aussi, mais suis-je hypersensible? Je disais qu'il commençait comme ceci. Le jour où j'ai rencontré Anne-Sophie Pic, elle revenait de son jardin, une brassée d'herbe aromatique dans les bras. Elle rayonnait, prête à rejouer différemment l'accord entre la tagette et l'estragon du Mexique, additionné de cardamome verte. Je suis dans une quête probablement excessive de la perfection de l'équilibre des goûts, me confia cette hypersensible, avant d'ajouter « c'est l'essence même de la vie ». Donc pour vous, Anne-Sophie Pic est indiscutablement une hypersensible. Ah oui, pour moi, c'est un peu un exemple. Et quand j'ai écrit mon livre sur l'hypersensible, j'essayais de parler de héros hypersensibles. Alors, il y avait la princesse au petit pois, il y avait Lucky Luke, il y avait Spider-Man, et puis il y avait Anne-Sophie Pic. Parce que je pense que la cuisine d'Anne-Sophie Pic est une cuisine qui travaille sur la précision, de la sensibilité, avec beaucoup de finesse, de mettre en rapport, comme on l'a lu tout à l'heure, créer des fils invisibles. Et souvent, quand on est hypersensible, on a l'impression que c'est une souffrance, un défaut. Et ma conviction, c'est que l'hypersensibilité, si elle est travaillée, nous ouvre à une richesse du monde plus grande. Et ce que je trouve exemplaire chez Anne-Sophie, c'est le fait d'avoir travaillé aussi loin la sensibilité pour qu'elle devienne un espace d'expérience et de connaissance du monde. Et j'étais très frappé dans la lecture des textes d'Anne-Sophie qu'elle disait qu'elle avait surtout appris la transmission du goût plus que des gestes de son père. Et pour moi, je pense que c'est un des grands problèmes de notre existence, c'est que c'est très rare d'être éduqué au goût. À l'école, on est éduqué aux mathématiques, à apprendre à parler, à apprendre à écrire. On apprend plein de choses, on n'apprend pas du tout le goût. C'est une des choses... moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'art, j'ai beaucoup écrit sur la poésie et la peinture. Et je regrette toujours, par exemple, quand on va dans un musée, souvent, on vous donne un écouteur ou on fait une conférence, on vous donne des informations. On vous explique l'œuvre est faite en telle année, mais on n'explique pas du tout aux gens par où regarder,
par où. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que, après, je vais pas être trop long, mais j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré un grand historien de l'art quand j'allais enseigner la méditation à Londres il y a une vingtaine d'années, et on allait voir les tableaux. Il les avait enseignés, il avait écrit dessus, et il se mettait devant le tableau, il me demandait qu'est-ce que je voyais, et il le regardait à neuf. Il laissait tomber tout ce qu'il savait, il le regardait. C'était inouï parce que il avait passé sa vie devant, et il le regardait à neuf, et il m'a appris à juste regarder. Et je trouve que l'apprentissage du goût, de la distinction, des finesses, des différences, rendrait les gens tellement plus heureux. Et je trouve que le travail d'Anne-Sophie Pic me nourrit beaucoup mon propre travail, ma réflexion. Ça a été pour moi ma rencontre avec elle. Un moment vraiment important de mon existence. Alors on va revenir là-dessus, mais j'ai vu Anne-Sophie Pic hocher de la tête quand il était question d'éducation au goût. On devrait faire ça davantage à l'école. Et est-ce que l'éducation au goût commence pas par l'éducation aux odeurs et aux parfums ? Oui, bien sûr. Moi, avant même d'avoir une conscience du goût et de travailler sur mon palais, faire travailler mon palais et le goût, j'avais les odeurs de la cuisine, puisque j'ai eu cette chance. Je considère que c'est une chance maintenant. C'est peut-être des inconvénients à l'époque, mais c'était une chance d'être au-dessus de la cuisine. Donc finalement, mon terrain de jeu, c'était descendre en cuisine, traverser la cuisine, goûter les écrevisses qui venaient juste d'être décortiquées, donc pas assaisonnées. Donc quand on est enfant, on est papier buvard, on absorbe tout ce qu'on voit, tout ce qu'on goûte, et les odeurs correspondaient à des séquences de service. Il y avait des choses, des fumées de poisson qui arrivaient le matin, et puis tout au long, après, il y avait des odeurs sucrées. Donc je suivais la vie du restaurant par rapport à ces odeurs que je pouvais percevoir. Mais par rapport à ce que disait Fabrice Midal à propos des œuvres d'art, pour le goût, on n'a pas de théorie, on n'a pas d'explication de texte d'une certaine manière. On le découvre tout seul, finalement. Oui, tout seul ou à plusieurs. Moi, je sais que j'aime beaucoup faire ce genre d'atelier avec mes équipes. Alors au départ, je le faisais toute seule, mais maintenant, je les invite à des ateliers où finalement on échange sur les sentiments, et j'aime jouer aussi avec ces moments-là où on goûte des choses, on sent des choses, et je leur dis alors quel goût vous percevez, et je trouve que c'est des moments d'équipe qui sont fabuleux. Donc d'échanger autour du goût, c'est extraordinaire, comme on peut échanger autour de la philosophie d'un livre. C'est aussi une façon de se cultiver et d'amener du sens à notre quotidien. Mais quand on mange chez un grand chef, on éduque son goût. Ça nous apprend. Quelqu'un qui a travaillé avec une telle précision, quand on va manger, c'est pas juste un moment de plaisir. C'est aussi, on apprend, on ouvre le champ de son expérience. Donc je dirais, il y a plein de manières différentes de cultiver le goût et de comprendre que c'est pas juste. Pour nous, on est vraiment prisonnier. Excusez-moi, je suis un peu le philosophe, mais le goût, c'est sensible, donc c'est lié au corps, donc c'est inférieur par rapport à la pensée. Peut-être qu'il est temps de remettre en question ces distinctions qui sont un peu datées historiquement, et d'arriver à comprendre, qui est la grande tentative de la philosophie au XXe siècle, que cette distinction n'est pas vraie, qu'il y a de la pensée dans le goût, puisque on fait des distinctions, et qu'au fond, ce que les Grecs appelaient le logos, qui est devenu chez nous la raison, c'était d'abord la capacité de faire des distinctions, de faire des... Voilà, là c'est un peu plus amer, là un peu... Et de découvrir la justesse. Et la justesse en cuisine, la justesse en musique, la justesse dans une relation. Quand quelqu'un vous parle et que c'est juste, c'est bouleversant. Quand quelqu'un vous dit la vérité sur ce que vous avez fait, sur ce que vous êtes, quand quelqu'un vous dit une parole d'amour, vrai, c'est pas juste qu'on est touché, c'est que quelque chose se rétablit de très profond. Et quand on goûte un plat qui touche cette sorte d'harmonie, c'est la même chose que quand quelqu'un vous dit qu'il vous aime, ou quand il vous disait une parole de vérité, ou que vous écoutez Radu Lupu jouer Schubert. Il se passe là quelque chose que je trouve qui sauve l'existence. Justesse et vérité, ça me ramène à cette conclusion de Suis-je hypersensible dont je parlais tout à l'heure, parce que vous écrivez que le jour où vous rencontrez Anne-Sophie Pic,
La triple chef étoilée vous a donné une leçon de bonheur qui se résume en un mot, la justesse. Et ça pose toute la question de la justesse et de la vérité. J'avais oublié, donc comme quoi je suis cohérent. Oui, oui. Je suis cohérent et conséquent. Absolument. Mais la justesse, ça me paraît quelque chose de très important, Anne-Sophie Pic. Est-ce que la justesse est à rechercher davantage que le beau et le bon? Pour le dire autrement, quand c'est juste, est-ce que c'est forcément beau et bon? Ça, c'est une excellente question. Je crois que dans la justesse, on peut considérer la justesse sous plusieurs formes, mais pour moi, la justesse telle que je l'exprime, elle est plus sur un équilibre, sur une harmonie, sur la recherche de l'émotion. Donc oui, ce qui est juste peut émouvoir. Je crois qu'on est tous à la recherche d'une harmonie, oui, d'une justesse et de cet équilibre finalement qui est souvent sur le fil. Et c'est aussi ce que je transmets à mes équipes. Après, c'est toujours très subjectif. La justesse de chacun. Mais comment est-ce qu'on sait qu'on est juste? Elle est subjective. Okay. Il faut une. Oui, enfin. Elle est subjective et elle n'est pas subjective parce que. Oui. Elle est extrêmement intime, je dirais, mais quelque chose se montre. Voilà, ça ne se définit pas logique. Pour nous, là aussi, on est prisonnier. On a l'impression que soit c'est mathématique, scientifique, et donc c'est vrai, et sinon, on a l'impression que c'est fragile et c'est subjectif. Mais en réalité, il y a une justesse. Alors, on ne peut pas dire qu'elle est ni subjective ni objective, je dirais, il faut essayer de penser autrement. Mais il y a une justesse qui fait qu'on reconnaît. On reconnaît que Radouloupou, il joue Schubert, et voilà, c'est un des plus grands. Comme on reconnaît, quand on va manger chez Anne-Sophie Pic, que c'est une des plus grandes. Et il y a quelque chose, ou quand on lit un poème, je ne sais pas, de Saint-Jean-Perse, et après, bien sûr, on peut ne pas aimer telle chose ou telle chose, mais la justesse, c'est un étrange travail entre équilibre et déséquilibre. C'est quelque chose qui n'est jamais fabriqué, qui est toujours à refaire, qui est toujours neuf. Et alors c'est ça qui est absolument merveilleux et qu'on oublie, nous, parce qu'on est obsédé par le côté scientifique. Et vrai que ce qui est scientifique, le reste. Mais heureusement qu'il y a autre chose qui est vrai. Voilà, on sent bien quand quelqu'un nous parle et qu'on sent que c'est vrai. Et c'est ça que je trouve, moi, extraordinaire. Est-ce que c'est pas l'expression de la sincérité, finalement? C'est ça. Ouais. C'est ça, expression de la sincérité. C'est cette sincérité qui... oui, la justesse, la sincérité. Et c'est ça qui est paradoxal. C'est complètement subjectif, mais ça touche tellement profondément que ça devient presque universel. Quelque chose comme ça. Je reste un instant avec vous, Fabrice Midal. Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, aller au restaurant doit nous émouvoir comme aller au concert. Vous préparez à aller au restaurant comme vous vous préparez à aller au concert ou au théâtre, et avec la peur de ne pas être à la hauteur. Oui, alors avec mon mari qui est là, Clément, on a trop le trac quand on va manger au restaurant, plus que quand on va au concert. Et ça, c'est dingue quand même. Parce qu'on a le trac, parce qu'on se demande est-ce qu'on va être à la hauteur. Parce que quelqu'un a travaillé, enfin, c'est complètement dingue. Quand on va... un chef, il travaille... donc oui, on a le trac, on se dit est-ce qu'on va réussir Mais quand je vais voir une exposition de peinture, j'ai aussi le trac, parce qu'on n'est pas tout le temps prêt à voir une œuvre d'art ou au concert. Des fois, tout est parfait, mais on n'y est pas, c'est pas le bon moment. Donc oui, j'ai un peu le trac. Là, j'ai été écouté pour la première fois Jeu de Debussy, J-E-U-X, qui est très rarement joué, que j'espérais écouter toute ma vie. J'avais le trac, est-ce que je vais l'entendre ? Et c'est une pièce que j'ai écoutée souvent en disque et que j'arrivais jamais à écouter. Évidemment, on peut l'entendre qu'en concert. Mais le trac, ça fait partie de sentir qu'il peut se jouer quelque chose d'important. Donc, ça me gêne pas, ce trac, au contraire. Mais c'est sûr que manger chez un grand chef, oui, j'essaye de me préparer, j'essaye d'être disponible. Voilà, c'est au fond, le trac fait juste partie de comment j'essaye d'être disponible, de pas être pris par des préconceptions ou être pris par autre chose et d'être le plus ouvert, le plus à nu. Et oui, je trouve que... Et c'est ça, pour moi, ce qui est le plus précieux et qui me rend heureux dans la vie, c'est d'essayer de vivre cette expérience. Mais aussi bien, disons, en mangeant, en allant écouter un concert, qu'en rencontrant quelqu'un aussi. En rencontrant quelqu'un, est-ce qu'on peut avoir cette ouverture pour essayer d'entendre ce qu'il a à nous dire ? Anne-Sophie Pic, le trac, la peur de ne pas être à la hauteur, ça fait encore partie de votre univers aujourd'hui ?
Oui, c'est en rapport à ce que tu dis, c'est-à-dire que tu as le trac de ne pas capter tout ce qu'on va t'amener, et nous, on a le trac justement de ne pas déployer l'énergie suffisante ou de passer à côté aussi de nos hôtes. On sait que c'est très fragile. Quand on va dans un restaurant, il peut se passer multiples choses avant. On peut se disputer avec la personne avec laquelle on va venir. Il peut nous arriver quelque chose. On peut recevoir un message. On peut avoir des ondes négatives qui va faire que on va pas être en état de percevoir tout ce qu'on va nous servir. Et on sait, nous, restaurateurs, que c'est très très fragile. Cette émotion qu'on veut donner avec sincérité, elle peut être, ça peut passer à côté parce qu'on n'a pas, parce que encore une fois, ça peut être subjectif. Un goût ne peut pas plaire à tout le monde. Un service ne peut pas être ce jour-là parce que voilà. Donc c'est très subjectif et c'est très difficile pour cette raison-là d'entretenir toujours un niveau. Mais en même temps, c'est une joie de le faire. Et je voudrais juste dire que c'est aussi le fruit, le travail, la réussite d'un chef ou d'une chef ou d'une entreprise, quelle qu'elle soit, c'est aussi la réussite d'une équipe. C'est-à-dire que si quelqu'un va être... Équipe est un mot qui revient souvent dans votre bouche. Bien sûr, parce que c'est toute une équipe qui va travailler au bonheur d'un client. Et si le serveur ou la serveuse ou la personne qui est au service ce jour-là, c'est un peu moins bien. Et c'est pour ça que le rôle compensatoire aussi, il existe dans une équipe. Il peut y avoir un joueur, entre guillemets, qui est un peu moins en forme. Et c'est l'effet d'équipe qui va faire que la pièce va être jouée le mieux possible, en fait. Je sais que vous êtes très sensible à ça, Fabrice Mugler. Oui, moi, c'est une des raisons pourquoi je vais moins souvent manger dans des restaurants étoilés, c'est que j'ai beaucoup de mal avec le service. Je trouve qu'en général, ça ne va pas. Je trouve que c'est vraiment... je trouve que trop souvent, on m'explique les plats en récitant une leçon comme scolairement. On m'aide pas à rentrer dans le plat. Et je comprends. Alors, c'est quelque chose qui m'a beaucoup... comme hypersensible, c'est un truc qui m'a beaucoup hanté, parce que j'ai été dans plusieurs tables, essayer de voir, et souvent, j'étais pas très bien. Alors après, je comprends que je ne sois pas le client lambda, et je vois que des fois, il y a quelque chose d'un peu formel, professionnel. Mais moi, je trouve que la magie, c'est que je sens que la personne qui sert aime la cuisine du chef et qui a une sorte de transmission comme ça. Vous savez, alors je fais un peu le philosophe encore une fois, 2 minutes, mais il y a un texte de Platon que je trouve un des plus beaux textes qu'on a jamais écrit sur l'art, qui est le Ion, I-O-N, dans lequel Platon explique que, en réalité, il faudrait penser que l'artiste est comme aimanté, reçoit une inspiration d'un dieu. Et l'artiste reçoit quelque chose, et puis, par exemple, l'écrivain, et puis celui qui dit le poème est dans la même aimantation, et celui qui écoute est dans la même aimantation. Pour nous, c'est complètement séparé. Il y a d'un côté les créateurs, et de l'autre les spectateurs. Et l'idée de Platon, c'est qu'il y a, au contraire, une aimantation, et que celui qui écoute fait le même travail que celui qui est artiste, parce qu'ils sont en rapport à la même chose qu'ils essayent de montrer. Et moi, je trouve que un restaurant est réussi quand le chef est au service de quelque chose de plus grand que lui qu'il essaye de servir, et que les équipes sont au service du chef qui est au service de la cuisine, et que quand nous, on va essayer de manger, on essaie d'être au service et là, il se passe quelque chose, et quand ça se passe, là, moi, je trouve que c'est vraiment la direction, en tout cas, que je trouve qu'on devrait prendre. Et l'autre côté, c'est... Enfin bon, j'ai pas besoin de vous décrire l'autre côté, vous avez deviné. Mais voilà, en tout cas. Et donc c'est sûr que Anne-Sophie étant très sensible à cette question d'équipe, il y a quelque chose de cette sorte de fluide qui passe. Et quand ça passe, évidemment, ça change absolument l'expérience que l'on vit. Oui, et je dois vous avouer, c'est complètement ça. C'est cet alignement, cette communion, et je vis ça vraiment à Valence avec mes équipes en ce moment, c'est-à-dire que je suis impressionnée par les équipes.
Je suis impressionnée par leur abnégation, par le fait qu'ils soient toujours joyeux. Et c'est quelque chose de magique qui opère. Et je sais pas, c'est jamais pour la vie ce genre de choses. C'est jamais, mais c'est très palpable. Et c'est pour ça que la bienveillance est une vraie force dans une entreprise, parce que si les gens se sentent bien, s'épanouissent. Et c'était l'histoire du discours dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que, oui, un discours formaté, ça veut dire qu'une entreprise ne permet pas à chacun de s'épanouir et d'être soi-même. Et c'est terrible, ça, en fait. Et c'est souvent la remarque qu'on me fait, c'est-à-dire que si on formate quelqu'un, bien sûr, on est sûr de ce qu'il va dire, donc ça veut dire qu'on n'a pas confiance en lui, c'est-à-dire qu'on le guide suffisamment ou trop pour éviter l'erreur. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que l'erreur peut arriver. Moi, je dis toujours à mes équipes, l'erreur peut arriver. Ce qui compte, c'est la façon dont on va compenser l'erreur. Et quelqueura, il vaut mieux qu'il arrive une erreur, et ça va être triplement compensé, et ça va être merveilleux, parce que l'erreur deviendra magique, et elle aura eu raison d'exister, que quelque chose de formaté. Et la peur de commettre une erreur peut être aussi empêcher de transmettre une émotion. Donc c'est un vrai sujet, et il y a beaucoup de choses à faire au niveau de cette pensée-là. Complètement en phase avec ce que j'ai dit, comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais c'est incroyable la façon dont tu captes aussi l'énergie d'un restaurant de cette façon-là. Dans la superbe présentation de tout à l'heure, Anne-Sophie Pic, il était dit à propos de votre père, je suis une partie de ce qu'il était, davantage par la transmission du goût que par celle du geste. Je me suis demandé si vous aviez d'autres figures tutélaires. Je pensais par exemple à Eugénie Brasier, qui est la seule chef avant vous à avoir obtenu 3 étoiles. C'était en 1933 quand même. Oui, en fait, j'ai le souvenir. Enfin, c'est des propos rapportés, bien évidemment. Alors, Jacques Brassier, qui est sa petite fille, bien sûr, je la connais très bien, femme extraordinaire, qu'on a souvent beaucoup échangé ensemble, forcément, par nos histoires, différentes mais communes. Mais moi, je me souviens surtout de mon grand-père André Pic, qui était un des premiers chefs 3 étoiles en France. Donc, il a eu 3e étoile en 1934, 1933, avant l'apparition des premiers 3 étoiles, en fait, au guide Michelin. Et c'est vrai qu'il me parlait avec tellement de... mon père et ma mère me parlaient de l'admiration que mon grand-père avait pour la mère Brasier. Donc c'est pour ça que cette histoire de femme légitime ou pas en cuisine n'a jamais été un sujet dans la famille, puisque mon grand-père admirait une femme qui était en cuisine, et il était allé manger dans ces 2 restaurants, puisqu'elle œuvrait dans 2 restaurants Vous y avez pensé le jour où vous avez reconquis la 3e étoile? Mais bien sûr, mais oui, j'ai pensé à mon père. Je vous avoue, voilà, Mère Brasier, je la connaissais pas. C'est plutôt une histoire, les histoires racontées qui font qu'on imagine des choses, et une forme d'inspiration, bien sûr. Mais en inspiration, moi j'avais deux inspirations principales qui sont toujours Nadia Santini, première une chef italienne 3 étoiles, autodidacte, donc que j'admire beaucoup, qui est une femme extrêmement spirituelle, et extrêmement inspirante. Et puis Michel Brasse, parce que autodidacte, et une personne qui a beaucoup d'humilité, qui a toujours parlé de son métier avec beaucoup d'humilité. Et je trouvais que c'était tellement nouveau de parler de cette façon-là de son métier, c'était inspirant pour moi. On disait tout à l'heure que votre père souhaitait que vous fassiez l'école hôtelière de Lausanne. Vous sentiez pas prête, vous vouliez faire des études commerciales. Est-ce que ça a été difficile pour lui à accepter? Est-ce que ça a donné naissance à des grosses discussions? Est-ce qu'il a vraiment essayé de vous convaincre? Comment ça s'est passé? Alors en fait, tous les étés, quand au mois d'août le restaurant fermait, on partait en vacances. Et là, c'était débat forcément dans la voiture entre une chanson de Julio Iglesias et Jodassin. Et donc, bien sûr, mon père me disait à la fin des vacances, en principe, bon, alors tu vas décider un petit peu si un jour tu souhaiterais revenir travailler dans la maison. Donc là, un petit peu de colère, non vraiment pas parce que j'adorais mon père, mais je dis mais pourquoi cette question? 15 ans, 16 ans, je ne me projetais pas du tout dans mon avenir, et je crois que dans son esprit, il voulait arranger un petit peu ses affaires avec mon frère qui avait 10 ans de plus, donc il voulait savoir, c'est une façon d'être curieux sur comment allait être l'avenir pour lui. Mais voilà, donc bon, ça c'est vraiment... tout livre ce sentiment-là qui était merveilleux, bien sûr ces questions récurrentes qu'il me posait, mais bien sûr quand le choix, j'ai dû faire mon choix de métier, mon père beaucoup plus tard à la fin de mes études, il a vécu ça avec beaucoup d'émotion, bien évidemment, quand je lui ai dit que j'allais revenir dans la maison. Je ne m'attendais pas finalement. Ouais. Est-ce que vous tenez votre fils pour qu'il prenne la succession?
Non, surtout pas. Non, il souhaite faire l'Institut Paul Bocuse à Lyon, ce que je trouve plutôt une très bonne idée. Oui, c'était l'école d'hôtellerie de Lausanne ou l'Institut Paul Bocuse. Évidemment, c'est des écoles merveilleuses. Mais je lui dis plutôt, mais tu es bien sûr de vouloir faire cette école. Tu te sens pas obligé. C'est plus ça mon souci, en fait, qu'il s'impose pas quelque chose, qu'il ne souhaiterait pas par devoir. On a entendu Fabrice Midal tout à l'heure par rapport aux parents que vous êtes inscrit en fac de philo en faisant croire à vos parents que vous étiez en fac de droit. Vous osiez pas leur dire que vous faisiez philo ? Ils n'auraient pas aimé du tout. Donc je les ai mis devant le fait accompli. Mais je comprenais rien au droit, donc de toute manière, j'ai essayé un peu, mais non, c'était vraiment la philo pour lequel j'avais la vocation. À quel moment ils l'ont découvert et qu'est-ce que ça a donné comme scène familiale ? Comme j'ai essayé de faire du droit, donc je leur ai dit que ça marchait pas. Donc ils étaient un peu désespérés. Je leur dis oui, mais sans vous le dire, j'ai fait de la philo et là ça marche. Donc ils étaient quand même soulagés. Donc là, du coup, bon, je comprends. Ils étaient un peu inquiets. Ils se disaient mais qu'est-ce que, comme quoi il faut ils étaient très inquiets. Ils disaient mais qu'est-ce qu'il va faire de sa vie en faisant des études de philosophie ? Et comme quoi. Au fond, on a tort parce que quand on aime vraiment ce qu'on fait, les portes finissent par s'ouvrir. S'il fait des études de philo, un jour il peut faire de la méditation. Voilà. Mais dans ce cas-là, on appelle les RG. Voilà. C'est vrai cette histoire ? Oui, c'est tout à fait vrai. Bon, c'était j'ai un certain âge et j'ai commencé la méditation. J'avais 21 ans. C'était avant que le Dalai Lama ait le prix Nobel de la paix. Après, ça a beaucoup changé parce que je me souviens mes grands-mères qui étaient tout à fait inquiètes. J'ai eu la chance que mes grands-mères étaient encore vivantes. Et je me souviens, ma grand-mère m'avait appelé. Enfin, vous êtes tous trop jeunes, vous connaissez pas ça, mais ma grand-mère m'avait appelé. Elle me dit j'ai vu à la télévision le Dalai Lama avec Yves Mourouzi. Ça a l'air très sympathique. Il a l'air très sympathique cet homme. Et à partir de ce moment-là, disons, la vision de la méditation a commencé à changer. Mais au début, quand j'ai fait ça, les gens n'avaient pas du tout idée de ce que c'était. C'est pas du tout comme aujourd'hui. Après, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas forcément mieux, puisque aujourd'hui, la méditation est devenue une sorte de technique de gestion du stress pour être plus performant jusqu'à ce que vous soyez complètement. Et donc, c'est ce qui est pas du tout ce qui m'intéresse moi. Moi, je voudrais la méditation pour essayer d'être juste, pour essayer. On y revient à cette justesse. Voilà. Moi, je préfère méditer pour essayer d'être juste, être ouvert à ce qui se passe, et pas, parce qu'aujourd'hui, on voit dans les entreprises, vous êtes stressé. Ah, c'est de votre faute. Hein. Si vous pratiquez la méditation, vous ne serez pas stressé. Ou dans les écoles, moi, les parents m'écrivent, c'est absolument affreux. Il y a des cours de méditation quand les enfants sont trop disciplinés, privés de récréation, cours de pleine conscience pour les calmer. Moi, je trouve que c'est absolument barbare. Donc, c'est pas parce qu'il y a méditation que je trouve ça bien. C'est comme le cinéma. Il y a du cinéma de propagande, et puis il y a du cinéma d'art, et puis il y a du cinéma de divertissement. La méditation, il y a de la méditation de propagande, il y a la méditation de divertissement, et puis il y a de la méditation d'art. Et donc, évidemment, c'est plutôt celle-là qui m'intéresse. Et aujourd'hui, on voit surtout de la méditation de propagande, c'est-à-dire calmez-vous, ne faites pas de vagues. Et si vous êtes stressé, ça ne peut pas être la faute de la pression sociale ou de votre... C'est uniquement vous qui ne vous gérez pas assez bien. Donc, on voit bien tout à fait la barbarie qu'il y a dedans, alors que la méditation devrait être une expérience, vivante, poétique, humaine. Mais j'ai bien conscience d'être un peu une voix isolée pour essayer de défendre cette autre vision de la méditation. Alors vous avez fondé, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'école occidentale de méditation, et une école laïque, et vous y tenez beaucoup. Par contre, lorsque vous êtes allé manger chez Anne-Sophie Pic la première fois, je crois que c'était au restaurant de l'hôtel Beau Rivage à Lausanne, vous avez vécu une expérience mystique. Oui, parce que j'allais enseigner de temps en temps à Lausanne et je passais devant le restaurant. Mais pour moi, je pensais que je n'avais pas vraiment part à ce monde de la haute cuisine. J'y avais pas été, mais je disais chaque fois qu'on passait devant avec Clément, et donc je lui disais un jour on ira. Et les années passaient et puis un jour on y est allé. Et là, j'ai eu un choc parce que je ne pensais pas que c'était ça. J'avais l'idée, j'ai un peu honte, mais j'avais l'idée que
un grand restaurant, c'est une expérience qui est uniquement une expérience de plaisir. Et au fond, moi, c'est pas ça qui m'intéresse dans la vie. Je suis plus en quête de quelque chose de vrai, de quelque chose d'intense, de quelque chose de juste. Juste le plaisir, c'est pas pour moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc je me disais, et puis en plus je pensais que c'était un mode, des codes et tout ça, que c'était pas pour moi. Donc on y est allé. Il se trouve que par une extraordinaire coïncidence, Anne-Sophie était là ce jour-là. Et là, j'ai été... mais j'en suis pas revenu, parce que c'était mystique, parce que mystique, ça veut dire... le mot mystique vient du sens que il y a une profondeur qui dépasse ce qu'on peut en dire. C'est pas au sens barré, mais au sens... c'est ça, il y a un secret, et chaque fois que je goûtais, je sentais que j'entrais dans un monde plus vaste que tout ce que je connaissais et que tout ce que je pouvais dire. Et cette intensité et cet inconnu, j'entrais dans quelque chose de complètement inconnu. Rien, je goûtais, ça ne ressemblait à rien de ce que je croyais être la cuisine jusqu'alors. Ça a été pour moi, mais alors, voilà, une éducation. Et en plus, moi, j'étais pris parce que tous les chefs disent toujours des choses qui m'intéressent pas du tout, que ce qui les intéresse, c'est juste le produit. Alors moi, je me disais, oui, mais alors quel intérêt? Et ça, je comprends, mais je trouve que... Et là, ce que je trouvais qui était intéressant, c'était pas seulement qu'il y avait le goût du poisson, mais que tout était métamorphosé et qu'il y avait une vision. Et moi, je trouve que c'est ça qui était intéressant, c'était que je sentais une unité de vision. Et donc, c'est pas juste le produit. Bien sûr, le produit est extraordinaire et la cuisine ne vise pas à ne pas le respecter. Mais quand même, il y a une métamorphose que je sentais dans la cuisine d'Anne-Sophie Pic, la métamorphose et là, j'ai été... Rien que d'en reparler, il est sans voix. Ah non, mais c'est vraiment... Il y a eu un avant et un après, comme je l'ai dit, ça a été... Et là, j'ai compris quelque chose que je ne connaissais pas. Donc après, ça a beaucoup changé de choses dans ma vie. J'ai exploré beaucoup d'autres chefs. C'est quelque chose qui a commencé à me passionner. Mais c'est vraiment venu de cette chance-là, d'avoir été là et d'avoir appris, au fond, en allant manger au Beau Rivage. J'ai appris quelque chose qui me semblait pas du tout pour moi, que je ne serais pas capable de faire, voilà, et j'ai vu que je pouvais y arriver. Parfaite transition, le mot apprendre, parce que vous aussi, Anne-Sophie Pic, vous avez fondé une école à Valence en 2008. Vous dites pourtant que c'est le fait d'être autodidacte qui vous a donné votre liberté. Et je me suis demandé, quand on dit une phrase comme ça, qu'est-ce qui pousse un jour à fonder une école ? Oui, ben en fait, oui, la liberté, c'est quelque chose qui est important dans la vie. C'est aussi ce qui permet l'audace, ce qui permet d'aller pousser ses propres limites. C'est aussi de ne pas rentrer dans une caste, en fait. C'est quelque chose, pour moi, qui est très important. Probablement, ma mère m'a éduquée à ça aussi. Quand elle me disait plus jeune, tu dois faire ton propre chemin. Pas forcément suivre le chemin de ton père, mais bon, c'est pas ce que j'ai décidé de faire à la fin du compte, mais il y avait une forme de liberté. Après, l'école de cuisine, elle a été, à un moment donné, on a décidé avec David de construire cette école de cuisine, alors plus parce que il lui semblait à lui aussi, à un moment donné, et ce qui m'a encouragé à le faire, que j'avais une petite appréciation de la cuisine qui permettait de commencer à transmettre des choses. Et c'était le moment, juste avant la 3e étoile, que cette école s'est créée. Alors c'est pas une école de formation professionnelle, mais c'était aussi permettre aux gens qui venaient à Valence d'avoir une activité aussi dans leur séjour. Et c'était aussi de dire, et ça m'a encouragé à créer les livres de cuisine. Donc ça a été le début de beaucoup de choses finalement. Mais la transmission, j'ai toujours pensé, même en devenant chef 3 étoiles, à cette époque-là, il y avait deux possibilités. Soit on se met sur un piédestal et on se dit je suis chef 3 étoiles, c'est merveilleux, tout va bien. Soit on continue, et le fait d'être autodidacte me garder en lien avec ceux qui venaient manger, mais aussi
tous les autres, ceux qui ne connaissaient pas l'univers et qui cuisinent au quotidien. Et moi, j'ai toujours voulu garder ce lien-là et transmettre tout ce que je savais pour que, à leur tour, ils soient enrichis de mon expérience. Donc voilà, et je trouve que c'est bien de garder toujours le lien avec la réalité des choses. Ça, c'était en 2008. L'année suivante, en 2009, vous reprenez le restaurant du Beau Rivage à Lausanne. Restaurant sur la carte duquel vous adressez un message d'accueil à vos hôtes. Et vous y écrivez ceci. Pour cuisiner, associer, créer des fils invisibles entre les ingrédients, il faut connaître et comprendre les produits, en deviner toutes les facettes. La Suisse me fascine pour sa sérénité, sa force et surtout sa sincérité qui m'émeut et que j'aime retranscrire dans ma cuisine. Alors comment fait-on pour retranscrire la sérénité, la force et la sincérité? Là, je crois qu'on l'a bien compris, la sincérité et la sérénité ce soir. Non, mais c'est le sentiment que j'ai eu. Alors, je dois vous dire que la Suisse, je la connais depuis très très longtemps, puisqu'enfant, j'y séjournais, donc quand j'écoutais Jodassin et Julio Iglesias, il y avait un long chemin à parcourir de la France, exactement, de la France à l'Autriche, où je suis allée pendant des années en vacances, et donc on traversait toute la Suisse, et là, il y avait un stop obligatoire quand même pour couper la route, qui était celui de la visite à mes cousines, enfin aux cousines de mon père, toutes les deux cousines de mon père, une qui était donc, toutes les deux françaises, mariée à un Genevois et mariée à un Lausannois. Donc c'est pour ça que j'ai une cousine qui a fait l'école hôtelière de Lausanne, donc j'ai de la famille en Suisse bien sûr, donc je connais très très bien Lausanne, voilà, pour y avoir séjourné à ce moment-là voilà, donc et le sentiment que j'avais française arrivée en Suisse, c'était ce sentiment-là et il est encore en moi aujourd'hui. Enfin c'est comme ça que je vous caractérise, excusez-moi, mais bon peut-être. Je pense pas m'être trompée durant la sérénité, la sincérité. Moi, j'aime bien qu'on nous voit comme ça. C'est assez sympa. Non, mais des fils conducteurs entre la région où j'habite, la Drôme, et puis ici, ce travail sur le végétal, sur la culture maraîchère. Enfin, le bio est quelque chose qui me porte depuis ma plus tendre enfance, parce que c'est une région bio, et j'ai le sentiment ici, tout de suite, d'avoir, par rapport au réseau de producteurs que j'ai constitué, ces gens que j'ai rencontrés à ce moment-là de la création du restaurant, ça faisait sens pour moi. Il y avait une commune adéquation entre l'univers d'où je venais et l'univers où j'arrivais. Fabrice Midal, vous aussi, comme on l'a entendu dans l'introduction, vous avez un lien fort avec la Suisse. Sans la Suisse, vous ne seriez pas là. Il n'a pas envie d'en parler. Non. Non, bon, ça a été dit, je pense que c'est pas... j'en ai parlé dans mon livre « Auschwitz sous l'impossible regard ». C'est poignant. Mais je sais pas ce qu'il faut... Mais c'est sûr que c'est poignant. Mes 4 grands-parents... J'écoutais la voix de ma grand-mère il y a quelques jours. Voilà, elle a accouché de ma mère. Mes 2 parents sont nés en Suisse. Les conditions n'étaient pas du tout faciles. Et quand j'écris mon livre sur Auschwitz sous l'impossible regard, grâce au travail des archives, j'ai pu avoir accès au dossier de mes 2 grands-parents, mes 4 grands-parents. J'ai eu le dossier. Et j'ai un dossier à la maison avec l'interrogatoire du douanier de mes grands-parents, leurs photos et tous les documents. Il y a un côté un peu, c'est sûr, il y a un côté déchirant. Pourquoi vous fuyez la Suisse? Je suis pourchassé. Enfin, c'est très poignant. La transition va pas être facile, mais on va essayer de passer à quelque chose qui vous réjouit davantage. C'est quand Anne-Sophie Pic parle de son travail. Et par exemple, quand elle travaille le poivre et qu'elle vous raconte comment elle fait, ça vous fascine littéralement. Oui, on avait eu une discussion où vous m'expliquez comment à ce moment-là vous travaillez sur le poivre. Et je trouve ça juste fascinant, parce que vous m'expliquiez que le poivre est quelque chose de très ancien. Moi, je savais pas du tout. Et puis que vous travaillez tel poivre et de comprendre que comme moi, je peux travailler. À un moment, je vais travailler Bergson. Alors, je relis Bergson et je travaille sur Bergson. Quelqu'un peut travailler le poivre et au fond, c'est à peu près la même chose. C'est la même écoute. Vous voulez qu'on essaye un truc? Sophie Pic, comment est-ce que vous travaillez le poivre? Non, mais c'est toujours l'esprit de la découverte. Le poivre ne me parle pas beaucoup et n'écrit pas beaucoup, donc c'est difficile de dialoguer avec lui. Mais
Non, mais après, c'est la transmission de celui qui va produire. C'est le lien qui a. On est toujours dans une histoire de parole, de transmission orale, et d'écrit aussi, bien sûr, parce que. Et puis d'écoute, j'imagine. Et d'écoute, d'attention. Ouais, Donc ça, c'est pareil que quand je lis le texte de Bergson, même s'il y a un texte, on ne comprend pas, c'est fermé, il faut lire, il faut faire attention à ce à quoi on ne pensait pas. Donc je pense qu'il y a beaucoup de... Je trouve que c'est... Au fond, partout dans la vie, ce qu'on a à faire, c'est apprendre à être plus attentif, plus à l'écoute. Décrypter. Oui. Et après, c'est sûr que quelqu'un peut nous aider à développer cette attention. Donc, les producteurs de poivre peuvent aider, mais... Oui, mais c'est... Mais c'est bien si tu veux dire quelque chose sur le poivre. Non, mais alors, mon rapport aux épices est particulier parce que c'est vrai que quand j'étais plus jeune et j'ai commencé à cuisiner, genre j'étais en admiration devant des gens comme Olivier Rollinger qui parlait beaucoup des épices, qui a une connaissance extraordinaire. Et du coup, moi, je tenais les épices à distance parce que je connaissais pas. Voilà. Et quand je connais pas, forcément, j'ai une curiosité, je veux y aller, je veux découvrir. Alors, il y avait une épice, par contre, qui faisait la connexion avec mon père, c'était le safran. Mon père était un amoureux de safran. Et j'ai cet amour du safran. Alors, souvent, mes jeunes chefs autour de moi me disent, mais c'est vieux comme goût. Non, c'est pas vieux. Parce les tomates au safran, voilà. Je m'en souviens encore. Oui, bah oui, bien sûr. Ça, tu connais vraiment bien la cuisine. Et c'est vrai que voilà, il faut juste comprendre le produit. Donc il faut y aller. Et alors j'ai commencé à travailler les épices en monoproduits, c'est-à-dire l'anis vert. Voilà, des épices sont venues à moi. Elles m'ont laissé venir vers elles aussi. Et petit à petit, en étudiant monoproduit par monoproduit, après il y a le courage, l'audace de l'assemblage. Donc c'est une évolution, c'est une maturité de compréhension. Et aujourd'hui, voilà. Et puis j'ai aussi des gens autour de moi notamment en Suisse, Patrick Rosset, qui m'a aussi mis le pied à l'étrier, entre guillemets, de cette connaissance-là, qui m'a transmis avec beaucoup de sincérité les choses. Et ce qui fait qu'on a créé nos poivres aux alcools, parce que récemment, et donc ces poivres aux alcools, pour moi, c'est poivre d'absinthe, c'est quelque chose d'incroyable que je mets partout, et qui est aussi un univers. Quand le poivre et l'alcool se rencontrent, c'est juste magique. Alors je faisais ces recettes, ces marinades à Valence, et à un moment donné, j'ai dit à Patrick, mais il faut faire une série de poivres aux alcools, et on a commencé à faire cette série-là avec Corinne aussi. Donc voilà, c'est l'assemblage qui est magique et qui fait les rencontres aussi, du fil invisible à tisser. Anne-Sophie Pic, j'aimerais donner encore quelques informations qui n'ont pas été données jusqu'ici. On s'était arrêté à l'ouverture du restaurant lausannois en 2009. Il y aura ensuite l'épicerie fine à Valence en 2010, puis le restaurant La Dame de Pique à Paris. Le développement se poursuit avec les ouvertures du Daily Pique, le fast-food à la française, toujours à Valence, ça c'est en 2014. Le restaurant André en 2016, et puis en 2017, l'ouverture du restaurant La Dame de Pique à Londres, puis à Singapour. La 4e Dame de Pique ouvre à Megève l'année dernière. Au total, 10 étoiles Michelin pour ces différents restaurants, ce qui fait de vous la chef la plus étoilée au monde. La pandémie de Covid-19 est passée par là, très dure épreuve pour les métiers de la restauration et de l'hôtellerie. Mais vous, elle vous apporte pourtant de la créativité dans la contrainte avec l'offre de restauration à emporter Pick & Go, qui propose des menus livrés dans toute la France, et le lancement d'un food truck à Valence. Est-ce que vous dormez de temps en temps et qu'est-ce qui vous motive fondamentalement ? Non, mais c'est aussi une capacité à transformer le négatif en positif. C'est-à-dire que soit on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est un peu banal de dire ça, mais comment s'adapter en fait à ce qui nous arrive, parce que finalement j'ai le sentiment depuis 30 ans que ce ne sont que des suites d'adaptation, et à la fois ça nous rend tellement forts de pouvoir s'adapter, ça nous rend presque entre guillemets invincible, je crois, d'être dans cette capacité-là d'adaptation. Alors soit on refuse ce qui nous arrive, soit on accepte, et dans ce cas-là, on essaye d'emmener nos équipes. Et puis c'était aussi une façon de rester en lien, parce que pendant cette pandémie, soit on s'arrêtait et on coupait
pont avec tout le monde et on pensait mais il y aurait bien un après qui allait arriver de toute façon. Et il fallait rester en lien à la fois avec nos clients, à la fois avec nos équipes. Et quelle bonne idée ça a été parce qu'entretenir le lien, ça nous a évité de perdre nos équipes. Si on n'avait pas fait cette démarche-là, et nos clients bien sûr, on aurait probablement perdu nos équipes parce qu'ils avaient eux aussi besoin d'être connectés à une réalité. Et énormément de restaurants qui ont perdu leurs équipes. Oui, voilà. Donc c'était un choix qu'on a fait. Et puis on a toujours été avec mon mari, toujours dans ce regard de pousser les limites. Et à ce moment-là, quand il y a eu le Covid, on s'est dit mais quelle bonne idée d'avoir tous ces petits satellites autour de nous, puisque finalement il n'y a rien qui fonctionnait au niveau des restaurants. Il y avait quand même l'épicerie fine, donc on a rouvert l'épicerie fine, on a fait Pick and Go, donc en fait on était là, on était comme des fous de pouvoir avoir une activité. Ça nous maintenait en vie entre guillemets, voilà, et c'était important d'avoir ça. Donc et puis c'est pousser les limites de nos compétences. Le food truck. Il n'y aurait pas eu la pandémie, on n'aurait jamais fait un food truck. La street food, forcément, pourquoi rentrer dans des catégories de cuisine aussi? La cuisine, elle est immense. Donc, pousser nos limites, faire des burgers avec les équipes, c'était juste joyeux. Et voilà. Donc, la raison de tout ça. Fabrice Midal, on est bien d'accord, j'ai affaire sur cette scène à 2 hypersensibles. Je pense. Oui. Alors, avant de passer la parole à la salle qui a sûrement des questions, un bon journaliste, normalement, il vérifie ses informations, il recoupe ses sources. Donc, on va vérifier si vous êtes vraiment tous les deux des hypersensibles. Et pour ça, j'ai choisi un exercice dans votre livre. Et je vais vous demander à tous les deux de répondre brièvement à 5 questions. La première est la suivante. D'ailleurs, vous tutoyez vos lecteurs, vous? Absolument. C'est une vieille habitude. Non, nouvelle. Nouvelle, d'accord. Je crois que c'est à partir de ce livre-là Très que bien. c'est le premier que j'ai commencé à tutoyer. La première question est très intéressante. Es-tu facilement blessé par les critiques, les reproches, les conflits et du coup, essayes-tu de les éviter, Fabrice? Avant, oui. Maintenant que je commence à être plus familier avec mon hypersensibilité, je suis très vite touché par ce qui se passe, mais j'arrive à transformer la situation. Mais quand même, je ressens tout ce qui se passe. Anne-Sophie Pic, les critiques? Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est la transformation de l'hypersensibilité qu'on a au cours du temps, avec la maturité qui avance, et puis le fait d'être plus audacieux aussi, c'est-à-dire que quand on est... Alors, la critique peut détruire, mais la critique peut être positive aussi. C'est ça. Voilà, donc non, moi je dis que non, peut-être que vous avez tort, peut-être que mes arguments vont vous convaincre. Deuxième question, es-tu affecté par l'état émotionnel de tes proches, de tes collègues, au point d'avoir l'impression d'être une éponge ou encore de vivre sans filtre? Anne-Sophie Pic. J'étais dans mes pensées, pardon, j'ai pas... Est-ce que vous êtes affecté par l'état émotionnel de vos proches, de vos collègues, au point d'avoir l'impression d'être une éponge ou encore pire, sans filtre? Ah oui, le mal de l'autre m'affecte énormément, oui. Je le ressens, si je rentre dans ma cuisine, si je vois quelqu'un qui est affecté, tout de suite m'inquiète, oui, j'ai besoin de savoir et de porter secours, oui, c'est clair. Moi, pareil. Pareil. Oui, je sens, mais après, voilà, ce que j'ai appris, c'est quand je sens, de mettre les choses au bon endroit. Oui. Pendant longtemps, quand je chantais, j'arrivais même pas à faire la distinction, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est l'autre? Là, je reconnais, ah oui, il se passe ça, c'est pour ça que je le sens, ça m'appartient pas, mais donc j'ai appris à travailler avec ça. Donc c'est beaucoup plus souple, mais ça me rend aussi très sensible à tout ce qui se passe. La troisième question, y a-t-il des odeurs, des lumières, des sons, des sensations qui te dérangent particulièrement alors qu'objectivement, ils ne sont pas dérangeants et ne dérangent pas les autres? Ah oui, toutes les musiques qu'on entend partout, dans les Jodassin et Julio ascenseurs. Iglesias, par Non, exemple. mais surtout dans les ascenseurs, si je vais au restaurant qu'il y a de la musique, alors ça, j'ai été dans des restaurants, même étoilés, la musique, j'ai envie de leur dire, mais ça va pas du tout ensemble. Alors là, ça me rend complètement... ça me gêne beaucoup, oui. J'ai beaucoup de mal avec ça. Anne-Sophie Pic. Non, moi j'aime toujours la chanson populaire. Ah non, mais c'est pas la chanson populaire que j'aime pas. Non, mais par rapport à... Oui. Non, je plaisante. Non, mais ça dit des choses, de toute façon, toujours. Oui, je pense exactement comme toi, c'est toujours cet esprit de justesse.
Oui, c'est en fait, mais c'est encore subjectif. Hein. J'ose pas poser la 4e, parce que je connais la réponse. Mets-tu du cœur dans la plupart des tâches que tu effectues? J'ose même pas vous la poser à tous les deux, donc on va passer directement à la 5e, qui me plaît beaucoup. Sens-tu parfois ton esprit aller dans tous les sens, les idées, les pensées se bousculer en toi au point de t'épuiser? Est-ce que vos idées vous épuisent parfois? Oui, complètement, oui. Avoir un esprit un peu en popcorn, j'appelle ça. Plus les autres aussi. C'est ça, c'est d'avoir plein d'idées, on ne sait même pas comment. Eh bien, mesdames, messieurs, information vérifiée, nous avons affaire à 2 hypersensibles. C'est votre tour de poser des questions à Anne-Sophie Pic ou Fabrice Midal. Je vais devoir passer mon micro. Donc je parlerai sans, mais vous devriez m'entendre parce que l'acoustique de ce théâtre est formidable. Oh, là. Ça ne marche plus? Non. Voilà, oui. La première question. Quel rapport avez-vous avec le succès? Parce que tous les deux, vous avez énormément de succès. Et qu'est-ce que le succès fait dans la vie de tous les jours? Est-ce que c'est une pression horrible? On a vu certains chefs qui ne résistaient pas à cette pression-là. Donc, comment la vivez-vous? Anne-Sophie Pic, pour commencer, peut-être? Oui, pour moi, le succès, il n'est jamais acquis, donc je le tiens. Comment dirais-je, j'ai conscience du succès que moi et les équipes, enfin, que nous pouvons avoir, mais je prends toujours du recul par rapport au succès. Alors déjà, c'est une responsabilité, le succès, parce que ça engage aussi, et donc c'est une forme aussi de pression par rapport à ce qu'on peut dire à l'autre, ce qu'on peut. Mais voilà, mais le succès doit être joyeux aussi. Quelque part. En tout cas, je suis heureuse du succès des autres. Et c'est quelque chose que j'ai dit récemment. Le succès de chacun n'enlève rien au succès de l'autre. C'est-à-dire que je suis fondamentalement contre la jalousie et contre ce que pourrait susciter le succès de l'autre. Donc ça, c'est important. Alors moi, j'ai écrit beaucoup de livres et puis c'est avec Foutez-vous la paix que les choses ont explosé. Puisque le livre, ça a été un succès. Et ben, j'en étais très joyeux. Parce que j'étais content que... En plus, c'était vraiment frappant parce que c'est le livre que j'ai vraiment le plus hésité à publier. Je me dis, moi, j'essaye vraiment d'être sérieux et publier un livre, Foutez-vous la paix, mais jamais je vais oser. Mais je sentais vraiment que c'était quelque chose qui m'habitait. Et de voir, voilà, que il y a quelque chose comme une sorte d'intimité. Et puis voilà, les gens ont été touchés par quelque chose où je me mettais un peu à nu. Donc pour moi, c'est vraiment une expérience vraiment joyeuse. Et puis c'est sûr que voilà, souvent les gens m'arrêtent dans la rue. Et c'est toujours parce qu'ils ont été touchés, qu'ils ont créé un lien avec moi. Je trouve ça merveilleux au fond, que des gens se sentent en lien, que quelque chose que j'ai pu faire puisse avoir un sens pour eux. Donc moi, ça ne me met pas du tout la pression. Je trouve ça vraiment, je trouve ça merveilleux. Et puis du coup, j'ai même l'impression du coup d'avoir des amis partout, puisque les gens ont lu mes livres, ils ont vécu quelque chose avec mon livre, ça les a touchés. Ils me parlent souvent comme s'ils me connaissaient déjà, et c'est un peu vrai. Donc je me dis, c'est quand même extraordinaire. Autre question pour nos invités, n'hésitez pas, faites signe assez haut que je vous vois. Ici, devant, et ensuite, c'est un bras qui se lève tout au fond là-bas? Non. Alors, on va ici. Allez, on y va. Bonjour, je m'appelle Célia. Et Anne-Sophie, jusqu'à hier, je ne te connaissais pas. Parce que je t'avoue que je connaissais Patrick Midal. Je suis plutôt dans la philosophie, mais je ne suis pas philosophe. Et je voulais poser une question. Que conseil vous donnez à quelqu'un qui a un projet qui va démarrer le mois prochain pour planter 500 poivriers? Wow. C'est le fil invisible qui nous lie ce soir, alors. Oui, exactement. Oui, Parce que j'ai cette sensibilité aussi. Je n'ai pas de sous, mais je sais que va venir. J'ai le terrain. Oui. Alors,
de le faire déjà, d'oser, de le faire, d'être oui, dans cette volonté farouche de réussir. Je crois que c'est ça qui compte, et puis de se laisser guider par ses envies, par ses intuitions. Mais quand je pense au poivrier, je pense à ses feuilles, je pense à toute l'aromatisation qu'il peut diffuser, et puis toutes les variétés de poivre expriment des choses différentes. Donc, non, allez-y. Et puis, j'aimerais venir voir ces poivriers un jour, peut-être. 500 poivriers avec un tuteur, c'est ça? Parce que c'est un liane. Ah oui, c'est une liane. Ah, parce que c'est un... C'est une liane, oui. Et le tuteur, il est vivant. Ça va être une plante. Avec un tuteur vivant, ok. Oui. D'accord. Je dis pour les autres, hein, que tout le monde entend. À moins qu'on vous redonne un micro, ce qui serait pas mal aussi. C'est un jardin que vous... Ok, alors vous refaites ça en résumé. Oui, c'est un jardin forestier. C'est avec la permaculture. D'un coup, il y a le poivrier qui va être grimpé sur un arbre. Les arbres étaient plantés l'année passée. Et l'idée, c'est dans le jardin forestier, construire des bungalows pour la méditation. Ah, oh là. Ah ben voilà notre lien. On ira tous les deux. Un funding pour ça. Et où en fait? Au Brésil. Ah, oui. On ira tous les deux. Ah, voilà. Deux parrains tout trouvés. Une occasion de... Autre question? Oui. Où ça? Merci beaucoup. Alain C'était Saraki. pour Anne-Sophie. J'ai eu l'occasion à nombreuses reprises de manger chez votre papa, déguster, je dirais même, chez votre papa. J'ai également discuté avec lui et je lui demandais comment il faisait sa cuisine aussi fine, notamment les desserts. Malheureusement, le repas était tellement beau que lorsqu'on arrivait au dessert, on avait presque plus faim. Oui, puis il y avait le chariot de dessert, je pense à l'époque aussi, du temps de mon père, il y avait le chariot de dessert qui était assez... tout le monde en parle. Ah, c'était somptueux. Et il me disait qu'il utilisait énormément tous les producteurs autour de Valence, et pour les vins, c'était les gros ermitages, etc. Ouais. Est-ce que vous faites toujours la même chose? Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr, ça fait 15 ans que je m'intéresse de près à tous les producteurs. Alors, c'est un vrai travail, parce que les gens viennent pas vers moi forcément. Enfin, la Maison Pic, tout le monde pense que on a tout, enfin, dans la région de la Drôme, à fortiori, et même ici en Suisse. Moi, j'ai vraiment fait un véritable travail de sourcing, d'aller chercher les gens pour les ramener dans mon restaurant et pour utiliser leurs produits. Donc c'est vraiment énormément de temps. On se rend pas compte le temps que ça prend pour réaliser une recette, mais il y a tout ce travail en amont de sourcing qui est très important. Et bien sûr, vous savez, il doit y avoir une vingtaine ou une trentaine de producteurs qui nous servent aujourd'hui entre André et le restaurant gastronomique à Valence. Ils sont tous en bio pratiquement, ou en raisonné. Donc bien sûr, je continue à mettre en valeur. Alors, je défends deux choses en fait. Je défends le locavorisme parce que pour moi, c'est une nécessité, c'est presque un devoir. Mais j'ose dire que je ne suis pas seulement locavore. C'est-à-dire que pour moi, si on veut pousser nos savoir-faire, il faut aussi s'intéresser au savoir-faire hors frontières. Et c'est aussi ce qui nourrit notre imaginaire, c'est aussi ce qui nous apprend à être meilleurs. Et je m'autorise à servir un très bon saké, que ce soit à Lausanne ou à Valence, et pas seulement la vallée du Rhône, mais voilà, parce que c'est une forme de culture à transmettre aussi, et je trouve que c'est important de pouvoir le garantir. Donc voilà, et pour moi, c'est pas du tout antagoniste. Voilà, tout ce qui va être produit frais, bien sûr, va être à proximité, mais voilà, sinon on va pas utiliser d'épices, alors on mange plus de chocolat, ni de café, ni... Alors, on peut aussi être dans cette philosophie-là, et moi, ça me dérange pas du tout, et je la respecte, mais en l'occurrence, j'y suis pas totalement, parce que j'ai besoin d'être inspirée par le savoir-faire des autres et de comprendre les choses. Donc voilà. Il va falloir être vif ou vive. Il reste le temps pour 2 questions. Demain. Super, merci beaucoup. Monsieur. Et du coup, ce sera la dernière. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre pire d'expérience et votre meilleure expérience dans votre métier? La pire et la meilleure expérience pour Anne-Sophie Pic dans votre métier?
Alors, comme j'ai dit que j'étais sincère, je vais raconter la pire en premier, parce que c'est pas celle qui m'honore le plus, mais bon. Ma pire expérience, j'ai fait un dîner il y a quelques années avec d'autres chefs, et je sortais d'un dîner qui s'était extrêmement bien passé à Lyon avec Paul Bocuse, et j'étais, comment dirais-je, plus sûre de moi que je n'aurais dû l'être. Et ça ne m'en ravira pas. Et donc, je suis allée dîner, mes équipes aussi étaient très sûres d'elles. Et je suis allée dîner, j'ai laissé un de mes chefs partir pour faire cette mise en place de ce dîner qui avait lieu à Bordeaux et qui était en lien avec un traiteur. Et en fait, la confiance n'évite pas le contrôle. Et en fait, j'étais plus sûre de moi, mon équipe était plus sûre d'elle, et il n'y a pas eu le contrôle qui devait être fait. Et quand j'ai rejoint cette équipe, enfin la veille, j'ai eu un signal en me disant mais là, il risque d'y avoir un problème sur tel produit, je crois que ça a été mal cuit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'ai appelé tous les restaurateurs autour du lieu où je devais faire ce dîner pour qu'ils me trouvent des homards, parce que les homards avaient été mal cuits. Et quelques-uns ont répondu, d'autres pas. Et certains m'ont envoyé des homards, bien sûr, pour compenser, mais voilà. Et plus jamais ça ne m'arrivera. Plus jamais ça m'arrivera. Et j'ai fait des cauchemars pendant des années sur ce dîner. Je vais vous avouer. Ah oui, bien sûr. Bah oui, parce que en fait, on se dit mais pourquoi? Bon, personne n'était malade, rien de fou s'est passé derrière, mais c'était pas parfait. Et voilà. Et en fait, ça m'a. Et chaque fois, maintenant encore. Plus de 50 ans, je me dis, voilà, là tu vas au maximum, tu contrôles au maximum, tu dis au maximum les choses. Voilà, et je crois que c'est l'expérience de la vie. Hein, et heureusement que les erreurs qu'on pense, voilà, les erreurs servent aussi à changer et à ne plus faire les erreurs qu'on a fait. Il reste le meilleur. Le meilleur. Mais tout le reste, c'est le meilleur, en fait. Mais le meilleur, c'est quand on m'annonce, quand le directeur du Michelin m'appelle et m'annonce que j'ai 3 étoiles au guide Michelin. C'est le meilleur souvenir, bien sûr. Tous les souvenirs d'avant reviennent en tête. Voilà, on est arrivé au bout du temps qui nous est imparti. Je vais vous demander de bien vouloir remercier les équipes de la Société de lecture et du Théâtre de Carouge, sans qui cet événement n'aurait pas pu être possible. Ça mérite vraiment un tonnerre d'applaudissements. C'était bien, mais je pense que vous pouvez faire beaucoup mieux pour remercier la générosité et le talent de nos 2 invités, Anne-Sophie Pic et Fabrice Midal.